Au commencement, Internet n'était qu'un petit espace où l'on pouvait échanger sans crainte d'être surveillé. La surveillance, c'est une technique utilisée par l'État pour essayer de déterminer quelles sont les personnes ou les entités qui pourraient mettre à mal sa fonction d'État. Ça reste sur un critère qui est très exceptionnel. On a un renseignement humain qui permet de détecter quelques individus qui pourraient être dangereux et menacer la raison d'État. Et c'est cela sur lesquels on va utiliser des mesures exceptionnelles de surveillance, telles que espionner leurs conversations, ouvrir leurs lettres, écouter leurs communications téléphoniques, ce genre de choses-là. La grosse différence par rapport aux années 60-70 et par rapport à aujourd'hui, c'est l'échelle à laquelle on est capable de faire ces fichiers de population. C'est-à-dire qu'à l'époque, les fichiers étaient faits par des dénonciations, par des gens qui saisissaient des données à la main, il fallait les lire, il fallait les parcourir, c'était stocké dans des grandes armoires, il y avait un temps de traitement qui faisait qu'on ne pouvait pas surveiller l'intégralité des citoyens américains. Et maintenant, avec la technologie qu'on a, cette classification qui avant était manuelle peut être extrêmement automatisée et être donc appliquée à une plus grande échelle, à l'échelle d'une population. Pour surveiller, l'État rassemble les informations sur les gens au sein de différents fichiers. La fiche S, c'est pas un fichier déjà, ça n'existe pas, le fichier S comme on le lit parfois dans les journaux. Ce qui existe, c'est un fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, qui regroupe tout un tas de catégories, et la catégorie S, pour sûreté de l'État, est simplement l'une des catégories de ce fichier. Donc quand on dit fichier des personnes recherchées, c'est pas comme dans un film américain, ça veut pas dire que toutes les personnes qui sont dedans doivent être retrouvées et mises en prison. Ça peut être tout un tas de choses, et le S pour sûreté de l'État regroupe en fait tout un tas de personnes dont l'État souhaite savoir à quel endroit elles se trouvent quand elles sont contrôlées par la police. C'est le service de renseignement qui demande l'inscription de tout un tas de personnes dans le fichier FPR comme dans la catégorie S. Ça peut être des gens qui appartiennent à des groupes considérés comme d'extrême gauche, d'extrême droite, certains supporters de foot considérés comme violents, et ça peut être pour une grande part des gens qui sont fichés S aujourd'hui, des gens considérés comme islamistes. Ça sert simplement pour l'État à savoir où sont ceux que l'État surveille sur le territoire, quand est-ce qu'ils passent une frontière, où est-ce qu'ils vont. Et c'est pour ça que souvent les gens s'aperçoivent qu'ils sont fichés S, parce qu'il y a un comportement assez ritualisé du policier qui contrôle, qui va être de demander où est-ce que vous allez, d'où vous venez, de contrôler l'identité des personnes qui accompagnent le fichier S, et en général le policier sur sa fiche qui apparaît à l'écran a pour consigne de ne pas attirer l'attention. Une personne qui est fichée S depuis des années et qui a un peu l'habitude de ces procédures bizarres à l'aéroport peut repérer au bout d'un moment qu'elle est fichée S. Alors d'abord le fichier TESS. TESS, c'est un acronyme qui veut dire titre électronique sécurisé. L'idée de ce fichier, c'est de ficher la totalité des personnes qui renouvellent leur carte d'identité ou leur passeport. C'est pour ça qu'on l'appelle le fichier des honnêtes gens, parce que vous n'y êtes pas parce que vous avez fait quelque chose de répréhensible, parce que vous avez commis une infraction. Vous y êtes simplement parce que vous voulez avoir un passeport ou une carte d'identité. Aujourd'hui, le fait d'avoir des données biométriques centralisées dans un fichier de cet ordre-là, ça va probablement entraîner un jour une faille, et le problème c'est que les données biométriques, elles peuvent ensuite être utilisées pour un vol d'identité. Et le gros problème c'est qu'une donnée biométrique, à la différence d'un mot de passe, c'est que vous ne pouvez pas la changer. Vos empreintes, vous ne pouvez pas les changer. Votre visage, vous ne pouvez pas le changer non plus. C'est un fichier à la quadrature qu'on a attaqué, et malheureusement le Conseil d'État a rendu une décision il y a un peu moins de 2 mois, dans laquelle il a rejeté notre requête. Est-ce que c'est normal d'avoir un fichier qui regroupe la quasi-totalité de la population ? La question se pose en termes de légitimité. Alors ce qui était très intéressant au début en tout cas de l'état d'urgence, c'est que tout le monde a pu découvrir l'existence des notes blanches. Les notes blanches, c'est des notes qui sont faites par des services de renseignement sur quelqu'un ou sur une situation, qui ne sont pas signées, et c'est pour ça qu'on les appelle blanches, parce qu'elles n'ont pas d'entête, et qui, par exemple, ont permis, souvent, et surtout dans les débuts de l'état d'urgence, d'assigner à résidence des personnes, à partir d'informations glanées par les services de renseignement, mises ensemble dans une note, et qui donnaient une idée de la dangerosité supposée de la personne qu'il fallait assigner. Et je pense que l'un des avantages de l'état d'urgence, ça a été de faire un petit peu éclater cette question-là aux yeux du grand public, puisque les notes blanches ne devaient plus exister. Au moment de l'état d'urgence, elles avaient été supprimées par Nicolas Sarkozy depuis des années, mais en fait elles étaient toujours là, visiblement. Donc on a redécouvert leur existence. Et puis on a découvert aussi ce qu'elles pouvaient contenir, ce qui était un peu nouveau, puisque ça pouvait contenir parfois du grand n'importe quoi.
mélanger des condamnations judiciaires de quelqu'un avec des ragots de voisinage, avec des problèmes avec son employeur, des litiges. C'est une synthèse de fichage finalement. Dans un fichier de service de renseignement, il y a des informations biographiques sur quelqu'un. Et puis un jour, pour faire une assignation à résidence, ces informations biographiques sont triées, sont mises en forme dans une note blanche et données au préfet, au ministre de l'Intérieur, pour créer l'assignation à résidence, pour la fonder. Initialement, en fait, j'ai essayé de savoir si l'État détenait des fiches de renseignement me concernant. Et pour ça, j'ai fait une demande qui est assez simple, que tout le monde peut faire auprès de la CNIL. Il suffit d'envoyer une lettre et de lister les fichiers qu'on veut interroger et auxquels on veut accéder. Donc ça peut être des fichiers de police assez simples. En général, quand on est amené à rentrer dans un commissariat, soit parce qu'on est en garde à vue, soit parce qu'on dépose plainte, on est ensuite fiché en tant qu'auteur d'une infraction ou victime d'une infraction. C'est le fichier de police le plus répandu. Au départ, c'était plutôt sur celui-là que je m'interrogeais parce qu'à l'époque où je l'ai fait, c'est-à-dire en 2011, il y avait une étude de la CNIL qui venait de paraître et qui disait que seuls 17% des fiches dans ce fichier étaient exactes. Donc j'avais plutôt une curiosité envers ce fichier-là, qui est assez facile à obtenir au bout d'un an quand même. La CNIL répond et dit voilà, vous avez un jour été victime d'un vol de portable, c'était exact, je me suis arrêté là pour ce fichier-là. En revanche, la CNIL m'a répondu que c'était beaucoup plus compliqué pour ce qui concernait les fichiers de renseignement et qu'elle avait besoin de faire des recherches plus longues. Et à ma grande surprise, les services de renseignement donc, qui dépendaient du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas que j'aie accès aux informations qui me concerneraient éventuellement, sans dire si j'avais une fiche ou non. En fait, aujourd'hui, depuis la loi renseignement, et le renforcement du secret autour de ces fichiers, l'accès est de plus en plus difficile, on ne peut plus savoir si on est fiché ou pas, alors qu'auparavant il était assez simple par exemple de consulter son dossier aux renseignements généraux. On peut juste savoir si quelque chose d'illégal a été fait. La surveillance d'État, initialement restreinte à quelques personnes, tend à devenir une surveillance de masse. La surveillance de masse, elle arrive vraiment avec toute cette intersection entre d'un côté les acteurs commerciaux qui veulent faire de la pub, qui nous surveillent et qui censurent et sur lesquels, ils font des trucs mal, mais on peut leur taper dessus avec le système de justice. C'est compliqué, c'est long, c'est épuisant, on n'y arrive pas forcément. Mais globalement, ce que je risque de pire en étant censuré sur Facebook et Google, c'est de l'invisibilité. Quand l'État applique ces méthodes-là à des populations, on risque plutôt de la tôle, un minimum, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Et surtout, on se retrouve avec des systèmes automatisés complexes dont on ne sait pas comment ils fonctionnent, qui ne sont pas documentés, qui te disent voilà, il y a 30% de chances que cette personne-là soit un terroriste. Alors après, si ton seuil est à 30%, si ton seuil est plus élevé que ça, tu ne vas pas l'accepter. Mais tu as un humain qui prend une décision derrière, mais qu'on va complètement dédouaner en disant non mais c'est la machine qui a déterminé ça et la machine a raison. Et une machine, une décision prise par une machine, ça ne s'attaque pas en justice. Parce que c'est une machine, c'est fiable. Et en fait, l'ordinateur, c'est pas tellement qu'il se plante, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle les outils statistiques sur des populations, qui marchent très bien sur des populations à 10% près. Mais 10% de 70 millions, ça fait 7 millions de personnes. Donc si vous êtes capable de déterminer les terroristes à 10% près, il y a 7 millions de personnes qui vont être concernées et que vous allez mettre en prison parce qu'il y a un biais statistique. Et sur ces 7 millions de personnes-là, vous n'allez pas pouvoir dire globalement ils ont été mis en prison parce qu'on a un risque statistique. Vous allez dire ils ont été mis en prison parce qu'ils ont eu des comportements et donc on suppose que c'est pour ça que vous avez des terroristes. Donc de manière préventive, on vous met en prison et ça sert à alimenter votre dossier au juge qui va voir que oui, effectivement, vous êtes allé visiter 2 fois ce site-là. Et est-ce que vous pouvez le justifier Et donc du coup, on se retrouve avec tout notre historique de surf, toutes nos habitudes en ligne se retrouvent associées à des systèmes qui vont essayer de déterminer quels sont les bons et les mauvais citoyens pour que l'État puisse donner ses allocations aux bons citoyens uniquement et pas aux mauvais. Que sait votre opérateur mobile, ou Google pour Android ici, sur votre localisation ? Par défaut, dans Maps, Google enregistre automatiquement et de manière régulière vos coordonnées GPS. Et si nous allions voir, par exemple, depuis le 27 octobre, je suis allé à Valence, puis en Ardèche, pour une crypto-partie. On voit mon voyage en train, la petite promenade en forêt, 10 km dans les montagnes. Avec le GPS, la précision de cette localisation est extrême. Mais votre opérateur mobile, lui aussi, même sans GPS, sait où vous êtes. Et il a l'obligation légale de conserver ces informations pendant 1 an. La rétention généralisée des données de connexion, qu'est-ce que c'est ? C'est un régime qui force les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs à conserver ce qu'on appelle les données de connexion ou les métadonnées en France pendant une durée d'1 an.
Alors qu'est-ce que c'est que les métadonnées ? Eh bien, pour schématiser, c'est l'enveloppe du message. Ça veut dire que ce n'est pas le contenu, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire c'est la date à laquelle le message a été envoyé, l'heure, la localisation du message, également le destinataire, la source du message, et toutes ces données-là. Alors pourquoi ça pose problème ? Parce qu'on pourrait considérer que finalement, eh bien, c'est pas du contenu. Donc est-ce que l'atteinte est importante alors que c'est uniquement des données de connexion ? Eh bien oui, parce qu'en réalité, les données de connexion révèlent énormément de choses sur un individu, sur nous, et qu'elles sont facilement traitables de manière informatique en utilisant des algorithmes et des outils de traitement de ces données. Par exemple, le fait que vous alliez voir tel type de médecin, ça va révéler nécessairement des informations très précises sur votre état de santé, surtout s'il s'agit d'un médecin spécialisé dans telle ou telle maladie. Et le fait de ne pas souhaiter que vos proches ou que même des tiers soient au courant de votre état de santé, ben c'est quelque chose qui est quand même légitime et normal. Mais c'est également le cas si vous allez voir un avocat, ça va révéler d'autres choses sur vous. Et si vous êtes en contact à tel moment de la journée avec telle personne, selon telle fréquence, ça va aussi révéler des informations très précises sur vous. Pour surveiller plus finement, des politiques sont mises en œuvre pour faciliter la récolte de données au sein même de nos villes. Smart, on traduit ça en français par intelligent, mais une bonne définition, ce serait plutôt astucieux. Et la Smart City, c'est la ville astucieuse. Et pourquoi est-ce qu'elle est astucieuse ? Parce qu'en fait, elle récupère des données sur les habitants de la ville, donc nous, les citoyens, puisque les habitants de la cité, c'est les citoyens, pour essayer de leur fournir un meilleur service public. Voilà, on veut faire une autoroute, on va pas la faire n'importe comment, on veut savoir d'où viennent les gens, où est-ce qu'ils vont. Donc on a besoin de compter les voitures, d'où est-ce qu'elles partent et d'où est-ce qu'elles arrivent pour voir quels sont nos flux de transport et de voir où est-ce qu'il faut construire une autoroute, ou comment est-ce qu'on va mettre une ligne de chemin de fer, ou est-ce qu'il faut qu'on ouvre une nouvelle zone de bureaux commerciaux en plein milieu de ces zones pavillonnaires, ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin. Dans les logiques de la Smart City, il y a effectivement prévenir la délinquance, la police prédictive, etc. Mais de manière plus générale, c'est réguler les flux de population, de véhicules et ce genre de choses. Enfin, ça peut être très, très invasif et très intrusif en termes de vie privée. Mais on n'est plus toujours sur des logiques de cibler des comportements très, très marginaux délinquants que de réguler des masses d'individus. Donc il faut se poser aussi la question en fait, du type de société que ça fait advenir, du type d'une société complètement normée, et bon, tout l'imaginaire de la science-fiction qui n'est pas complètement hors propos lorsqu'on réfléchit aux effets de long terme, aux effets politiques du déploiement de cette technologie de contrôle et les effets normalisants lorsqu'on met toutes ces technologies de surveillance non seulement sur Internet, mais dans la vraie vie, dans le mid-space, et qu'on met ces capteurs et ces technologies de surveillance dans l'ensemble de notre environnement physique urbain. Et mine de rien, quand vous êtes surveillé en permanence dans la rue, quand vous baladez dans la rue et que vous avez des caméras de surveillance partout, en fait, vous mettez une casquette, vous mettez une capuche, vous changez votre façon de vous comporter dans l'espace public. Il y a des choses que vous ne faites plus. Et là où c'est hallucinant, et c'est d'ailleurs tout le principe dans le panoptique tel qu'il a été défini, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir quelqu'un qui te surveille. On a besoin de mettre un contexte qui fait croire qu'il te surveille. On a besoin d'avoir des caméras qui n'ont même pas besoin d'être alimentées pour que tu changes ton comportement. Quand on va par exemple dans les grands centres commerciaux maintenant, les gens, ils arrivent, les personnes, tout le monde, et pour gagner du temps, ils commencent à ouvrir leur sac pour que le vigile puisse regarder dans et rentrer. Alors déjà, c'est illégal. Le vigile n'a pas à regarder dans vos affaires, c'est illégal, il n'a pas le droit. Il faudrait qu'il soit mandaté par la police, un truc dans ce genre-là. Bon, il ne l'est pas. Mais surtout, ça veut dire qu'on a déjà changé notre comportement, on trouve ça parfaitement normal et acceptable d'aller montrer son sac. Et que donc les personnes qui n'ont pas envie de le faire sont de fait suspectes. Et c'est ça en fait le problème de la surveillance de masse, c'est qu'à partir du moment où on applique une surveillance de masse, on va définir un comportement acceptable, dans lequel il est parfaitement possible en plus de suivre, quand on regarde des reportages ou des recommandations de ce que peut écrire ISIS ou ce genre de choses-là, ils sont vraiment dans le truc, il faut infiltrer la société, donc il faut que vous vous comportiez comme tout le monde. En fait, tel qu'on le voit aujourd'hui, et ça demande de l'analyse, et il faudra vraiment suivre le fruit de ces expérimentations, mais il y a au moins 3 technologies qui sont au cœur de ces projets de Safe City mis en place à Marseille ou à Nice. D'une part, la détection des comportements suspects à travers les vastes réseaux de vidéosurveillance de ces villes. Donc c'est en gros utiliser des technologies de traitement de l'image et de reconnaissance faciale pour identifier des patterns et repérer des comportements suspects, voire repérer des individus. À Marseille, il parlait en 2016 de flasher automatiquement l'ensemble des 10 000 et quelques fichiers S à travers le réseau de vidéosurveillance. Donc première chose, vidéosurveillance, reconnaissance faciale, sachant qu'on voit aussi à Marseille et à Nice d'ailleurs
sur les budgets de la région PACA, financer des contrôles d'entrée-sortie des établissements scolaires, des lycées en particulier, par ces systèmes de reconnaissance faciale. Deuxième chose, c'est la surveillance des réseaux sociaux et toutes les informations publiques sur les individus et les groupes politiques, notamment actifs au niveau d'une ville. Ça, c'est très clair, notamment dans le projet à Marseille, où il parle de surveiller Twitter, surveiller Facebook. Il y a une troisième brique technique qui est celle de l'interconnexion de plein de bases de données différentes. À Marseille, comme à Nice, c'est aussi envisagé. Il parle de croiser les données des hôpitaux publics, des services municipaux tels que, évidemment, la police nationale, peut-être demain les fichiers de la police nationale. On peut aussi penser au fichier biométrique, le fichier TESS, croiser ça avec des données sur où est-ce que bornent les téléphones cellulaires à l'échelle de la ville afin de faire des cartes de chaleur de la répartition de la population ou de la délinquance, donc avec le volet police prédictif. Donc ça, c'est une brique technique, disons, très large, mais qui consiste à faire de l'analyse statistique sur des grandes quantités de données puisées sur des bases de données très diverses qui viennent soit des services publics, des pouvoirs publics, soit de partenaires privés. Le principe, c'est de prendre une infrastructure commune, la ville, qui est quelque chose que, normalement, on élabore en commun. On construit un tissu social, la ville, qui est normalement adaptable à tout le monde. Avant de faire de la Smart City, je pense qu'on pourrait faire de la ville accessible. C'est-à-dire que les gens en fauteuil roulant puissent rentrer dans tous les lieux publics. Si on veut résister à ces systèmes et au déploiement de cette technologie de surveillance au niveau des villes, il y a 3 volets urgents. C'est d'abord documenter. C'est ce qu'on a commencé à faire en faisant des demandes d'accès aux documents administratifs pour comprendre précisément quels sont les projets en cours, qu'est-ce qui est déployé. Il y a un vrai manque de connaissances en la matière. Le second plan, c'est de développer un argumentaire juridique pour tenter de faire obstacle par le droit à ces systèmes. Là, la CNIL n'est pas du tout une alliée pour le moment et il faut mettre pression sur la CNIL, il faut faire en sorte qu'elle ait des moyens pour travailler sur ces questions. Et le troisième plan, c'est d'arriver à sensibiliser au niveau local, dans sa ville, organiser des mobilisations, sensibiliser des acteurs militants, par exemple, qui ne seraient pas au courant, et construire des coalitions au niveau local, relayées au niveau national aussi, et la Quadrature pourra y aider. Le problème qu'on a sur le renseignement, c'est qu'à la base, c'est une suspension momentanée des droits fondamentaux. Du droit à une confidentialité de communication, du droit à une liberté d'information et d'accès à l'information, d'un droit à la libre circulation, ce genre de choses-là. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment de solution individuelle. Qu'est-ce que moi je peux faire Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire passer des infos. On peut se renseigner, on peut relayer les actions de la Quadrature du Net, on peut donner des sous à la Quadrature du Net, on peut donner des sous à d'autres associations comme Framasoft, on peut donner des sous à des choses comme le projet Tor, qui essaie de fournir un protocole qui permet d'anonymiser le plus possible notre activité sur Internet. On peut aller questionner nos gouvernements, on peut demander à nos députés de nous rendre des comptes. L'État, il est là pour organiser notre vie en société et également, bien évidemment, pour assurer notre sécurité autant que possible. Mais est-ce que c'est normal et légitime de sacrifier notre vie privée et notre intimité et de considérer que l'État doit avoir ces informations sur tout le monde ? Ah non, moi je suis convaincu que c'est absolument pas légitime, c'est absolument pas normal et c'est même dangereux. Au quotidien, la Quadrature du Net dénonce et attaque les lois et politiques autoritaires afin de faire vivre un monde qui respecte nos opinions, nos différences et nos libertés.